Le parking du luxueux hôtel Méridien regorgeait de voitures dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des gens. J'étais assis dans mon vieux Ford F-150 de 12 ans, celui dont le tableau de bord est fissuré et la vitre passager reste bloquée à mi-course, observant les voituriers en gilet noir faire des allées et venues entre une rangée de BMW et d'Audi. J'ai consulté ma montre, 18h47. La réception commençait à 19h. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste pour en sortir l'enveloppe. Épaisse, couleur crème, scellée par un petit fermoir doré. Je la gardais sur moi depuis 3 semaines, attendant le moment propice pour la remettre. À l'intérieur se trouvait une lettre d'intention signée, mon engagement à transférer la pleine propriété du terrain industriel de Callaway sur la route nationale 9. 42 hectares de terrains commerciaux pour lesquels j'avais travaillé pendant 30 ans, évalués au printemps dernier à 4,1 millions d'euros. Mon fils me l'avait demandé comme garantie pour finaliser son partenariat commercial. J'avais dit oui. Je disais toujours oui. J'ai remis l'enveloppe dans la poche de ma veste, ajusté le col de ma chemise la bleue, pas la grise et je suis descendu du camion. Un voiturier a jeté un regard dédaigneux sur mon véhicule avant de détourner les yeux, sans même me proposer de le garer. J'ai rejoint l'entrée seul. La salle de bal du Méridien était exactement telle que mon fils l'avait décrite lors de son appel 2 mois plus tôt, la voix tendue par une excitation à peine contenue, « Papa, c'est le grand moment. C'est celui qui va tout changer. » Lustre en cristal, table ronde nappée de blanc, une petite estrade au fond avec un pupitre et une banderole où l'on pouvait lire « Soirée de lancement de Callaway et Marche Développement Group ». Mon nom figurait dans celui de cette entreprise. Mon terrain était la fondation de tout ce qui se trouvait dans cette salle. J'ai fixé la banderole un long moment, puis j'ai trouvé une chaise près du fond. Je ne connaissais pas grand monde. La plupart étaient des relations d'affaires de mon fils, des hommes dans la trentaine ou la quarantaine, vêtus de costumes ajustés comme il se doit. Quelques épouses étaient regroupées près du bar, riant de choses que je ne pouvais entendre. J'ai reconnu Marc, un ami d'université de mon fils, qui m'a fait un signe de tête depuis l'autre côté de la salle, et j'ai vu ma fille, Claire, près de l'entrée avec son mari, scrutant la pièce avec cette vigilance tranquille qu'elle a depuis ses 9 ans. Elle m'a repéré immédiatement et a traversé la salle. « Papa. » Elle m'a serré dans ses bras comme elle le fait toujours, sans hésitation. « Tu es élégant. »« C'est ta mère qui m'a offert cette chemise, » ai-je répondu. « Il y a 8 ans. » Elle a ri et s'est assise à côté de moi. Son mari, Denis, un homme effacé qui enseigne l'histoire au lycée et qui semble sincèrement aimer son métier, m'a serré la main et s'est assis à sa gauche. « Tu as déjà parlé à ton frère ?» ai-je demandé. Une expression a traversé son visage. Pas tout à fait un froncement de sourcils, plutôt l'air de quelqu'un qui pèse ses mots. Rapidement. Il court partout toute la journée. Il est stressé. C'est compréhensible. C'est une grande soirée. En effet, a-t-elle dit prudemment. Je n'ai pas insisté. Depuis des mois, Claire me mettait en garde, de manière détournée, sur la direction que prenaient les choses avec son frère. Des petites remarques, il est sous une pression énorme, papa. À ce moment-là, il écoutait surtout sa compagne, une femme que j'appellerai par son rôle plutôt que par son prénom, car c'est tout ce qu'elle a fini par être pour moi, ma belle-fille, et plus tard, l'architecte de mon humiliation. Mon fils m'a trouvé 20 minutes plus tard, alors que les serveurs commençaient à circuler avec les amuse-bouches. Il avait ce regard qu'il prend toujours quand quelque chose d'important se joue, mâchoire serrée, yeux fuyants, un sourire qui n'atteint jamais ses muscles oculaires. Il portait un costume que je ne lui avais jamais vu. Il lui allait à ravir. « Papa, tu es venu. » Il m'a serré la main. Pas d'accolade. Nous avions l'habitude de nous prendre dans les bras. Bien sûr que je suis venu. Bien. Bien. Il a jeté un œil vers l'avant de la salle, puis vers moi. Écoute, je dois te dire quelque chose avant que la soirée ne commence. Très bien. Il a baissé la voix. Nous avons changé le plan de table. Un changement de dernière minute. Tu seras placé ici, vers le fond, plutôt qu'à la table principale. La famille de mon associé arrive par avion et ils sont plus nombreux que prévu, alors. C'est très bien, ai-je dit. J'ai trouvé une place. Il a hoché la tête, soulagé d'une manière qui m'a confirmé que la raison n'avait rien à voir avec la famille de son associé. Super. Et eux, quand les discours commenceront, restent bien en place.
Ce sera une présentation rapide, 20 minutes, puis le dîner. Je reviens vers toi. Il est parti. Claire, qui avait tout entendu, n'a rien dit. Elle a juste posé brièvement la main sur mon avant-bras avant de regarder ailleurs. Ma belle-fille est apparue 10 minutes avant le début du programme. Elle venait de la table principale, se déplaçant avec l'énergie déterminée de celle qui a planifié chaque détail et procède à une inspection finale. Elle portait une robe rouge sombre avec une assurance qui prend généralement des décennies à acquérir. Je lui reconnaîtrais cela, elle avait une sacrée présence. Elle s'est arrêtée devant nous. Elle m'a regardé comme on regarde un meuble qui n'est pas à sa place. « Tu es là ?» a-t-elle dit. « Je le suis », ai-je répondu. Elle a jeté un coup d'œil à Claire, puis m'a fixé à nouveau. « En fait, j'avais besoin de te parler. » Sa voix était basse, contrôlée. « Honnêtement, je ne pensais pas que tu viendrais ce soir, vu tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas ce que signifiait, tout ce qui s'est passé. » Je l'ai laissé continuer. « Le fait est, a-t-elle poursuivi, que cette soirée est très importante pour l'image de l'entreprise. Nous avons des investisseurs institutionnels dans cette salle, des gens de Hargrove Capital, 2 membres du conseil d'administration du groupe Stanton. » Elle a fait une pause, penchant légèrement la tête. « Ce ne sont pas des relations informelles. La première impression est tout ce qui compte dans ce métier. J'ai attendu. Ta présence ici, au fond, c'est très bien, mais je veux que tu comprennes que tu ne seras pas mentionné durant les discours. Ton fils et moi en avons discuté. Soulever l'aspect familial, toute cette histoire du père qui a donné le terrain, ça fait petit. Ces gens sont sophistiqués. Ils ne sont pas sensibles au sentimentalisme. » Je l'ai observé un instant. Puis j'ai dit, « Je comprends. » Elle a paru légèrement déçue que je ne cherche pas à argumenter. « Bien. Profite du dîner. Le saumon est excellent. » Elle a fait demi-tour vers la table principale. Claire a murmuré très doucement, « Papa. » « Tout va bien, » ai-je répondu. Le programme a débuté à 19h30. Mon fils a pris le pupitre, l'air raffiné et sûr de lui, et je l'ai regardé comme je l'ai fait toute sa vie, avec ce genre d'amour spécifique qui n'attend rien en retour. Il a parlé pendant 18 minutes de vision du marché, d'intégration verticale et de développement axé sur la communauté. Il était bon. Il a toujours été bon pour occuper une pièce et faire en sorte que les gens croient en lui. C'est moi qui lui ai appris, bien que je doute qu'il voie les choses ainsi aujourd'hui. Il ne m'a pas mentionné, pas une seule fois, lorsqu'il a déclaré, et rien de tout cela ne serait possible sans la fondation que nous avons bâtie ensemble. Il a fait un geste vers ma belle-fille, qui s'est levée pour saluer les applaudissements d'un petit signe de tête élégant. La fondation. Mes 42 hectares. Mes 30 années. J'étais assis dans le fond de cette salle de bal du Méridien et j'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas de la colère. La colère est chaude et rapide, et je n'ai jamais été fait pour ça. C'était quelque chose de plus lent, quelque chose qui s'accumulait depuis très longtemps, atteignant enfin la température où cela devient permanent. Une fois les applaudissements terminés et les gens se dirigeant vers les tables, ma belle-fille est revenue. Elle était accompagnée cette fois d'un grand homme d'une 50aine d'années que je ne connaissais pas. Cheveux argentés, la posture particulière de ceux qui sont habitués à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce où ils entrent. « J'ai besoin que vous libériez la place », m'a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Pour le dîner. Richard et son équipe vont être installés dans cette section et nous n'avons pas assez de chaises pour. Vous me demandez de partir, ai-je dit. Elle m'a soutenu le regard sans ciller. Je vous demande de nous laisser l'espace dont nous avons besoin pour les personnes qui rendent cet accord possible. Vous avez déjà dîné. Vous pouvez reprendre votre camion, il y a un bon restaurant routier sur la Nationale 12. Ils servent tard. L'homme aux cheveux argentés, Richard, a eu la décence de regarder ailleurs. J'ai regardé au-delà de ma belle-fille, là où Claire se tenait. Le visage de ma fille était devenu très figé, comme lorsqu'elle décide de la façon dont elle doit réagir. Son mari, Denis, posait une main sur son bras. En arrière-plan, mon fils serrait des mains près du pupitre, le dos tourné. J'ai glissé la main dans la poche de ma veste. J'en ai sorti l'enveloppe. Les yeux de ma belle-fille se sont fixés dessus immédiatement. Elle savait ce que c'était. Elle l'avait vu avant même que mon fils ne le lui montre, j'en étais certain.
4,1 millions de terrains dans une enveloppe crème avec un fermoir doré. Je l'ai tenu un instant. Puis j'ai dit, vous avez raison. Je devrais partir. J'ai déverrouillé le fermoir. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai retiré le document. L'expression de ma belle-fille a changé, une pointe d'inquiétude apparaissant. La première fissure dans son assurance de toute la soirée. J'ai déchiré la lettre d'intention en deux, puis encore en deux. Le bruit était très net dans l'air entre nous. Richard, l'homme aux cheveux argentés, s'est tourné. Une femme à une table proche s'est tue au milieu d'une phrase. Ma belle-fille a dit, « Qu'est-ce que vous faites ?» Je supprime la fondation, ai-je dit doucement. Passez une excellente soirée. J'ai déposé les morceaux du document sur la table, ajusté ma veste, et je me suis dirigé vers la sortie. J'ai entendu ma belle-fille dire quelque chose de vif et de bas derrière moi, puis j'ai entendu Claire dire « Ne fais rien ». Et je n'ai pas regardé en arrière. Le parking était plus calme qu'une heure plus tôt. Le même voiturier qui avait ignoré mon camion fumait une cigarette près de l'entrée. Il m'a observé marcher vers mon F-150 sans expression. Je suis monté, je suis resté un moment les mains sur le volant, puis je suis rentré chez moi. Ma maison est située sur le terrain même que mon père avait construit. 1,6 hectares. Rien de luxueux. Une maison à ossature de 2 étages avec une grange que j'avais transformée en atelier il y a 20 ans. J'y vivais seul depuis que ma femme, Carole, nous avait quittés il y a 6 ans, en septembre. Carole aurait su exactement quoi dire au sujet de cette soirée. Elle avait une lucidité que je n'ai jamais vraiment atteinte. Je suis allé à l'atelier, j'ai allumé la radio, et je n'ai pas dormi avant près de 2 heures du matin. Mon fils a appelé à 9 heures le lendemain. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. Il a rappelé à 9h40. J'ai écouté les 2 messages avant de rappeler. Le premier était contrôlé, « Papa, il faut qu'on parle de la soirée dernière. C'était une action sérieuse, et tu dois comprendre ce qui est en jeu. » Le second était moins calme. Quand j'ai rappelé, il a décroché dès la première sonnerie, « Tu as une idée de ce que tu as fait ?» a-t-il dit. Je sais. L'accord Hargrove dépend du terrain de la route 9 comme garantie sous-jacente. Sans cette lettre d'intention, sans ce terrain bloqué dans l'accord, ils peuvent se retirer complètement. Tu comprends ça? Tu comprends ce que ça signifie? Je comprends ce que signifie une garantie, ai-je répondu. Je m'en sers depuis avant ta naissance. Papa, je finance ce rêve de ton côté depuis 11 ans. Non, ai-je dit. Le premier prêt commercial en 2014, l'achat d'équipements en 2017, le bail du bureau en ville, et ce terrain de la route 9 que je n'ai jamais vendu ni développé précisément parce que tu m'as demandé de ne pas le faire. Je l'ai gardé pour toi. Est-ce que tu comprends ce que coûte le fait de bloquer 42 hectares pendant 11 ans en termes d'opportunités? Rien qu'en taxe foncière. Silence à l'autre bout. Je me suis assis au fond de cette salle hier soir, ai-je dit. Je me suis assis au fond d'une salle qui portait en partie le nom de mon propre terrain, et j'ai écouté mon fils faire un discours de 18 minutes durant lequel je n'ai pas été mentionné une seule fois. Puis ma belle-fille m'a demandé de partir pour que les gens importants puissent s'asseoir. Et j'ai pensé à Carole. J'ai pensé à ce qu'elle dirait. J'ai fait une pause. Elle dirait, « Walter, arrête de te donner tout entier à des gens qui ont cessé de te voir. » Alors, j'ai arrêté. Mon fils est resté silencieux un long moment. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Plus basse. Hargrove va se retirer. Peut-être, ai-je dit. Peut-être que c'est une information sur la structure de l'accord que tu avais besoin d'avoir avant ce soir. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je sais, ai-je répondu. Je te parlerai quand tu seras prêt à parler, fils. Pas avant. J'ai raccroché. Claire a appelé cet après-midi-là. Sa conversation était tout autre. Papa, je veux que tu saches que j'essaie de lui dire depuis 2 ans. Sa voix était prudente, mais quelque chose en dessous s'était délié, comme un nœud enfin relâché. À propos de la façon dont elle te parle, de la façon dont tu es traité. Il est dans un état où il ne peut pas l'entendre. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire du terrain? Rien pour le moment. Il est à moi. Je déciderai quoi en faire selon mon propre calendrier. Il va venir te voir. Quand l'accord tombera, il viendra. C'est possible.
Que lui diras-tu? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas encore. Je pense que j'ai besoin de temps pour le découvrir. Claire est restée silencieuse un moment. Tu vas bien, papa? Oui, ai-je dit. Étonnamment, oui. Hargrove Capital s'est retiré du partenariat 3 semaines plus tard. Je ne l'ai pas appris par mon fils, mais par Marc, son ami d'université, qui m'a appelé par ce que je ne peux décrire que comme un mélange de loyauté et de culpabilité. J'étais là, monsieur Callaway. J'ai vu ce qui s'est passé. Je veux que vous sachiez que quelques-uns d'entre nous. Nous l'avons vu. L'effondrement de l'accord a eu un effet domino, comme ces choses-là arrivent quand une structure a été construite sur une seule hypothèse porteuse. La moitié marche du partenariat, un homme nommé Derek Marsh que j'avais rencontré 2 fois et en qui je n'avais jamais vraiment eu confiance, a exercé une clause de sortie et a dissous l'entité. L'entreprise de mon fils s'est retrouvée avec 2 contrats actifs et aucune capitalisation pour les réaliser. En décembre, il avait licencié 4 de ses 6 employés. Ma belle-fille m'a appelé en novembre. J'étais dans l'atelier quand le téléphone a sonné, en train de poncer un plateau en noyer pour un voisin. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit, « Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille ?» J'ai continué à poncer. Le rythme m'aidait à réfléchir. « Bonjour, ai-je dit. Tu as détruit tout ce qu'il a bâti. Tu le sais. Tu as pris 11 ans de travail et tu as tout brûlé parce que tes sentiments ont été blessés à une fête. » J'ai posé le papier de verre. « Je veux te demander quelque chose, ai-je dit. Et j'aimerais une réponse honnête, même si je ne l'exige pas. » Elle n'a rien dit. « Quand tu m'as dit de quitter cette salle, as-tu pensé à ce que tu faisais? Ou cela t'a-t-il semblé être la solution efficace à un problème logistique? » C'était un problème logistique, a-t-elle dit. C'est tout ce que c'était. C'est ce que je pensais. J'ai repris le papier de verre. Ma réponse à ta question est, je n'ai pas fait ça à ma famille. Ton mari est ma famille. Tu as fait un choix il y a longtemps de traiter les gens qui ne correspondaient pas à ta vision du succès comme des problèmes logistiques. Ce choix avait un coût. J'ai simplement arrêté de l'absorber. Elle a raccroché. Mon fils est venu à la maison la 2e semaine de décembre. Il a remonté la longue allée en gravier un mardi matin et est resté assis dans sa voiture plusieurs minutes avant de venir à la porte. Je l'ai observé depuis la fenêtre de l'atelier. Il était plus mince que je ne l'avais vu depuis des années. Il avait l'air d'avoir mal dormi. J'ai préparé du café et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. La même table où il avait fait ses devoirs chaque soir de l'âge de 7 ans jusqu'à son départ pour l'université. La même table où Carole et moi étions assis en face de lui pour écouter ses projets, ses idées, sa certitude sur l'avenir. Il a enveloppé le mug de ses 2 mains et a regardé la table plutôt que moi. « J'aurais dû t'accompagner jusqu'à ton siège lors de cet événement, » a-t-il dit. La phrase est sortie bizarrement, de travers, comme s'il répétait une version différente depuis des semaines, et que c'était ce qui en était sorti. Je veux dire, j'aurais dû me lever là-bas et dire ton nom, leur raconter ce que tu as fait, ce que tu as donné. J'ai bu mon café. Elle m'a dit que ça ferait petit, que les investisseurs ne réagissaient pas à ce genre d'histoire. Il a secoué la tête lentement. Et je l'ai cru parce que je voulais le croire, parce qu'il était plus facile de croire ça que d'admettre que j'avais été. Il s'est arrêté. Pris pour acquis, ai-je dit. Il m'a regardé à ce moment-là. Ses yeux étaient rougis sur les bords d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'il était adolescent. Pendant longtemps, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation, juste un fait qui devait exister dans l'air entre nous avant que tout le reste puisse suivre. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment. Devant la fenêtre de la cuisine, les champs d'hiver nus descendaient jusqu'à la lisière des arbres, la même vue que j'avais eue toute ma vie. Mon fils la fixait. Y a-t-il un moyen de revenir en arrière, a-t-il demandé. Pas concernant le terrain. Concernant quelque chose de plus difficile que le terrain. Il y a généralement un moyen de revenir, ai-je dit. C'est juste que ce n'est pas toujours la même route. Il a hoché la tête. Il ne m'a pas interrogé sur la propriété de la route 9 ce jour-là. À son crédit, il n'en a pas parlé pendant encore 3 mois. Quand il l'a enfin fait, c'était au printemps. Nous dînions ensemble le dimanche soir, juste nous deux. Rien de formel. Je cuisinais quelque chose de simple,
et nous mangions en parlant de tout et de rien. Il a demandé au sujet du terrain un dimanche de mars, et il l'a demandé simplement, sans aucune des structures architecturales qu'il utilisait pour enrober ses requêtes. Je sais que je n'ai aucune légitimité pour demander, a-t-il dit. Je sais ce que j'ai fait, ou ce que j'ai permis de laisser arriver, mais je veux reconstruire, différemment cette fois. Plus petit. Pas d'investisseurs extérieurs. Pas de partenaires en qui je n'ai pas une confiance totale. Juste du travail honnête. Il a fait une pause. Je n'ai pas besoin de toute la propriété. Même une partie, 4 hectares, me donnerait assez pour sécuriser un projet que je suis en train de concevoir. Quelque chose en quoi je crois vraiment. J'ai regardé mon fils en face. Il avait 41 ans, et il ressemblait à ce moment-là plus à lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Comme quelqu'un qui portait un costume et qu'il avait enfin enlevé. Je réfléchis à ce que je vais faire de ce terrain depuis décembre, ai-je dit. J'ai pris une décision il y a 6 semaines. Il a attendu. 8 hectares vont à Claire. Elle a aidé à gérer la partie arrière pendant des années, et elle n'a jamais rien demandé. Elle mérite cette sécurité. J'ai observé son visage. Il a hoché la tête immédiatement. Aucune hésitation. Et quelque chose en moi a relâché une tension que je n'avais pas totalement nommée. 4 hectares, je les garde. Je veux agrandir l'atelier, peut-être construire un vrai studio là-bas. Je remets ça à plus tard depuis 15 ans. Il a regardé ses mains. Et les 5 hectares restants? Ils sont à toi, ai-je dit. Pas comme un cadeau. Pas comme un prêt. Comme un investissement avec un accord en bonne et due forme rédigé par un véritable avocat, avec des conditions que nous négocions et signons tous les deux. Je me suis penché légèrement. Je ne suis pas un distributeur automatique et je ne suis pas un bailleur de fonds silencieux. Si je suis de la partie, je suis ton partenaire et j'attends d'être traité comme tel. Il a levé les yeux. Sa mâchoire faisait ce petit mouvement qu'elle fait quand il essaie de ne pas montrer ce qu'il ressent. Marché conclu, a-t-il dit. Et une condition de plus, Nami, ta belle-fille s'assoit avec moi. Pas pour s'excuser, je ne m'intéresse pas aux performances, mais pour avoir une vraie conversation une fois sur ce qui s'est passé et pourquoi. Si elle doit faire partie de ta vie, et par extension de la mienne, je dois savoir que nous opérons dans la même réalité. Il est resté calme un long moment. Puis il a dit, je vais lui demander. Elle est venue en avril. Je ne pense pas qu'elle en avait envie. Je pense que mon fils lui avait demandé prudemment et sérieusement, et qu'elle avait accepté parce qu'elle n'est pas stupide et qu'elle comprenait que la relation tout cela, le mariage, les affaires, la famille avait une fracture qui devait être traitée. Elle s'est assise en face de moi à la même table de cuisine, et pendant les 20 premières minutes, elle était blindée. Chaque mot était placé délibérément. Mais aux alentours de la 3e tasse de café, quelque chose a changé. Je l'ai interrogée sur son propre père. C'était une question sincère, pas une tactique. Et elle a répondu d'une manière plus longue et plus ouverte qu'elle ne l'avait prévu. Son père était parti quand elle avait 11 ans. Sa mère avait tout reconstruit à partir de rien. Ma belle-fille avait appris de près que la faiblesse était dangereuse et que le sentimentalisme était le moyen de finir avec rien. Je n'ai rien dit à cela pendant un moment. Puis j'ai dit, je comprends cette logique. Je veux que tu comprennes qu'elle te coûte des choses que tu ne peux pas toujours voir dans la comptabilité. Elle m'a regardé. Comme quoi? Comme les gens qui porteraient un poids pour toi qu'aucun investisseur ne fera jamais. J'ai ajouté, comme la différence entre une fondation et une garantie. Elle est restée silencieuse longtemps après cela. Quand elle est partie, elle ne m'a pas serré dans ses bras et je ne m'y attendais pas, mais elle s'est arrêtée à la porte, a regardé en arrière et a dit, je ferai mieux. Je l'ai cru assez pour essayer. Marc m'a appelé ce soir-là. Il avait appris par le réseau de personnes qui suivent ce genre de choses que mon fils recommençait et que j'étais impliqué. Bien, a-t-il dit. Il a besoin de vous, monsieur Callaway. Il en a toujours eu besoin. Il a juste oublié pendant un moment. Il n'est pas la première personne à oublier quelque chose d'important, ai-je dit. La plupart des gens ont une chance de s'en souvenir. Je suis allé à l'atelier après l'appel. La table en noyer que je fabriquais pour le voisin était terminée, teintée, cirée, et attendait d'être livrée. J'ai passé ma main le long de la surface. 30 ans de travail du bois m'avaient appris que le grain est toujours honnête. Il vous montre tout.
Les cernes de croissance, les fissures de tension, les années de sécheresse et les années de pluie. Vous ne pouvez pas cacher ce qu'un arbre a traversé. Vous pouvez seulement décider ce que vous en faites. Ma femme, Carole, disait que je fabriquais des choses parce que j'avais besoin de voir le résultat de mon travail. Que dans une vie où la plupart de ce que l'on construit enfant, relation, confiance est invisible, il y a une satisfaction particulière à créer quelque chose sur lequel on peut poser les mains et dire « Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai créé. » Elle avait raison. Elle avait généralement raison. J'ai éteint la lumière de l'atelier et j'ai retraversé la cour vers la maison. L'air printanier était frais et clair, et le champ au-delà de la clôture commençait à montrer le premier vert de la saison. Cette couleur hésitante précoce qui signifie que le pire est derrière soi. Je suis resté là un moment. Il y a un an, j'étais assis sur un parking, tenant une enveloppe qui représentait 30 ans de patience, attendant de la remettre à un fils qui avait oublié ce que je valais. Ce soir, le même terrain était divisé d'une manière qui faisait 100. Une partie pour la fille qui n'avait jamais cessé de me voir. Une partie pour le travail que j'avais toujours voulu faire, et une partie pour le fils qui avait retrouvé son chemin. Non pas parce qu'il avait besoin du terrain, mais parce qu'il avait enfin compris que ce que j'offrais n'avait jamais été une question de terrain. Quelqu'un m'a demandé une fois ce que je dirais à un homme dans ma position, patient depuis trop longtemps, pris pour acquis trop de fois, debout au bord d'une décision irrévocable. Je lui dirais, la dignité n'est pas la même chose que la fierté. La fierté te fait rester jusqu'à ce qu'elle te tue. La dignité est ce que tu emportes avec toi quand tu sors d'une salle de bal à 19h53 un mardi soir. En sachant que ce qui est dans la poche de ta veste valait plus que tout ce qui se trouvait dans cette salle, et en sachant, pour la première fois depuis des années, que tu es le seul à décider quand ouvrir les mains et laisser aller. Je suis rentré et j'ai préparé le dîner. La maison ne semblait pas vide, mais apaisée. Comme le sont les vieilles maisons quand elles ont accumulé assez d'histoires pour cesser de grincer. J'ai mis le couvert pour une seule personne, comme je le fais depuis Carole, et puis je me suis assis. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne peux le nommer clairement, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai reconnu que parce que je l'avais cherché sans le savoir. Je me suis senti libre.